Merci, Monsieur le Président. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour dénoncer les manœuvres antidémocratiques de ce gouvernement. Nous avons devant nous un projet de loi de mise en œuvre du budget de plus de 160 pages contenant plus de 270 dispositions et modifiant des dizaines de lois. Je trouve ça scandaleux que le gouvernement nous présente un projet de loi aussi gros dans lequel il insère des lois qui n'ont rien à voir avec le budget. Qu'est-ce que la loi sur la prévention des voyageurs terroristes vient faire dans un projet de loi de budget? Je crois qu'il est utile de rappeler que celui qui dénonçait ce genre de procédé sous le gouvernement libéral n'est autre que notre actuel Premier ministre. À l'époque, il était stupéfait qu'un gouvernement puisse passer de nombreuses lois en un seul bloc. Ce qu'il dénonçait hier, il en est devenu un adepte, Monsieur le Président. Le nombre de pages dans ce projet de loi fourre-tout n'est pas le seul élément problématique. Ce qui est effarant, c'est que ce gouvernement refuse de débattre. Il impose le bâillon, comme à chaque fois que leur projet de loi comporte des dispositions houleuses. Nous ne pouvons représenter correctement nos citoyens qui nous ont élus si nous n'avons pas le temps d'étudier en profondeur les dispositions proposées. Nous parlons du projet de loi mettant en œuvre le budget. Il en va de l'avenir du Canada et il n'est pas normal qu'un gouvernement méprise autant en se jouant des institutions et méprise les citoyens. Ce gouvernement se moque de la démocratie et se moque des Canadiens et des Canadiennes. Je vais maintenant parler du contenu de ce que nous est présenté. Le projet de loi C-59 est un projet de loi qu'on ne peut accepter, Monsieur le Président. Commençons d'abord avec le fractionnement du revenu. C'est un exemple clair que les conservateurs sont déconnectés de la réalité parce que, comme on le sait, seules les familles dont les deux revenus se situent à l'intérieur de fourchettes d'imposition différentes en profiteront. J'aimerais vous rappeler des conséquences du fractionnement du revenu sur les femmes. J'ai la chance de siéger au comité de la condition féminine. Et je souhaiterais vous rapporter ce que nous ont dit des témoins. Selon eux, les femmes célibataires et les familles monoparentales ne tireront aucun avantage du fractionnement du revenu. Du même souffle, l'annulation du crédit d'impôt pour enfants enlève environ 2 milliards de dollars aux parents, dont un grand nombre sont à la tête de familles monoparentales. Donc, tout le régime de transfert fiscal qui se rapporte à la famille repousse justement les femmes dont le gouvernement se dit préoccupé. Enfin, cette mesure ferait reculer la participation des femmes sur le marché du travail. Selon Kathleen Lahey de la faculté de droit de Queen's University, les avantages du fractionnement du revenu encourageront en fait les jeunes femmes et les femmes diplômées du collège à porter encore moins d'attention à leur salaire puisqu'elles sauront et auront parlé avec leurs pères, leurs époux et leurs partenaires qu'en fait, le travail rémunéré est peut-être plus valable pour la famille lorsqu'il est remplacé par du travail non rémunéré. Donc, alors que tout le pays travaille à essayer d'obtenir de meilleurs emplois aux femmes, le gouvernement utilise des subventions à caractère fiscal pour ramener à ne pas travailler.
Même le directeur parlementaire du budget, que les conservateurs aiment tant citer, critique le fractionnement du revenu. Il estime que l'avantage moyen ira aux familles dont les revenus sont au-dessus de 180 000 $. Cela correspond à 15% des familles, Monsieur le Président. Il affirme aussi que ce fractionnement du revenu coûtera 2,5 milliards de dollars en 2015 aux contribuables. Les conservateurs ignorent les 85% des familles canadiennes qui ne profiteront pas de cette mesure. Pourquoi? Parce qu'ils ont en ligne de mire les élections qui arrivent à quelques mois et qu'ils sont plus intéressés à favoriser ceux qu'ils estiment voteront pour eux. Ce groupe ne semble jamais inclure les familles qui travaillent très fort et qui ont du mal à joindre les deux bouts. La réalité est que ces familles souffrent de la stagnation des revenus et de la hausse du coût de la vie qui amène les gens à devoir emprunter massivement, Monsieur le Président. Il y a maintenant au Canada 250 000 emplois de moins qu'il n'y avait avant la récession et il y a plus de 160 000 emplois de moins qu'avant la récession pour les jeunes. Si on pouvait croire toutes les publicités que le gouvernement a achetées avec l'argent des contribuables à la hauteur de 750 millions de $, on pourrait certainement presque tout va pour le mieux, penser que tout va pour le mieux, Monsieur le Président. Cependant, les Canadiens savent que ce n'est pas le cas puisqu'ils sont encore aux prises avec plus haut taux d'endettement de l'histoire du pays, Monsieur le Président. Dans un contexte économique atroce, les Canadiens et les Canadiennes ont droit de penser que la priorité du gouvernement actuel est de créer des emplois, de diversifier l'économie, d'investir dans l'économie pour en fait créer les emplois qui manquent depuis la dernière récession mondiale. Or, nous voyons les véritables préoccupations des conservateurs lorsqu'il est question d'emploi, à savoir leur propre emploi. Ils espèrent acheter une dernière fois leur réélection. Et qu'est-ce qu'ils font en augmentant le plafond du CELI qui ne sera profitable pour seulement 20% des Canadiens les mieux nantis et qui n'augmentera pas l'épargne des Canadiens, mais surtout qui va coûter des milliards à notre économie. Au lieu de prendre des mesures qui ne relanceront pas notre économie, le gouvernement aurait pu investir dans notre système de santé. Investir en santé, c'est investir dans l'avenir économique de notre pays. Soigner, par exemple, une personne âgée de plus de 65 ans coûte 5 fois plus cher que de soigner une personne âgée entre 15 et 65 ans, Monsieur le Président. Ce gouvernement conservateur fait la sourde oreille et laisse tomber nos aînés, les classes moyennes et les plus démunis qui ne pourront pas avoir accès à des soins de santé adéquats. Ils préfèrent dépenser l'argent en fonction des besoins de ceux qui gagnent le plus. Aujourd'hui, les Canadiens méritent un gouvernement qui travaille dans l'intérêt de tous les Canadiens et Canadiennes, pas seulement pour ses supporters. Ils méritent un budget qui les concerne avec des mesures économiques concrètes et pas des bonbons électoraux. Et je conclurai, Monsieur le Président, en insistant sur le fait que c'est la 96e fois que ce gouvernement invoque la clôture ou l'attribution de temps en ce Parlement. Au Canada, nous n'avons jamais eu un gouvernement qui a abusé de l'attribution du temps et de la clôture autant que celui-ci. Cela démontre l'arrogance et de l'incompétence parce que plusieurs projets de loi que le gouvernement a présentés à la Chambre des communes ont été rejetés par les tribunaux. Ceux-ci les rejettent parce que le gouvernement ne fait pas vraiment les vérifications nécessaires pour ces projets de loi. Les Canadiens et les Canadiennes
en ont assez de ce gouvernement qui se joue des institutions. Ils le montreront en octobre prochain, Monsieur le Président. Merci. Bravo.